Bon bah bienvenue à cette formation sur Flux et React. Donc merci d'être venu et on va commencer. Donc déjà la première question c'est qu'est-ce que c'est Flux tout simplement. C'est le premier mot de la formation. Donc c'est pas une librairie, c'est un pattern. C'est un peu comme le MVC, donc modèle vue contrôleur que tout le monde connaît, qui a déjà fait ses preuves depuis bien longtemps. Et donc on va voir qu'est-ce qu'il apporte de plus, en quoi il est différent par rapport aux autres, et qu'est-ce qui le rend intéressant pour créer des sites. Donc déjà, première question à se poser, c'est on a déjà AngularJS, c'est du MVC, ça marche plutôt bien, c'est assez robuste, on s'en sert depuis quelques années maintenant. Pourquoi on voudrait changer, pourquoi on voudrait apprendre des nouvelles choses, et pourquoi Flux ce serait meilleur qu'Angular? Alors premièrement, Angular, son gros problème c'est le débugage, la division du code et le lazy load des composants au fur et à mesure. Le plus gros problème d'Angular, par exemple, c'est le premier chargement au démarrage de la page. On se retrouve avec une énorme application à charger dès le début. On ne peut pas charger des petits morceaux petit à petit. Les templates, on peut les charger séparément. Mais globalement, plus l'appli devient grosse, plus le chargement initial devient important et compliqué. Et ensuite, un des énormes problèmes d'Angular, c'est la SEO. Donc c'est le fait que les crawlers qui ne maîtrisent pas parfaitement le JavaScript, il y en a beaucoup, sont incapables de lire un site Angular parce qu'ils se retrouvent uniquement avec une toute petite page HTML avec les hooks pour démarrer Angular, mais ils ne démarrent pas Angular, du coup en fait il n'y a rien du tout. Il y a quelques workarounds pour pouvoir rendre les sites crawlables, mais ça requiert pas mal de boulot et c'est assez compliqué. Tous ces problèmes-là sont résolus par React, on y viendra juste après. Et ensuite, il y a un gros problème également qui vient de l'architecture d'Angular, c'est que les modèles ne sont pas partagés. Et ça, c'est résolu par Flux. Le problème des modèles non... Oui ? Le fait que les données soient dépendantes en fait les données sont stockées par modèle. Chaque contrôleur appelle les modèles différents. Chaque contrôleur contient des modèles qui va appeler, etc. Mais ça fait que les différentes parties de l'application communiquent difficilement les unes par rapport aux autres. Une directive, il faut bien gérer ses directives, bien gérer ses scopes, etc. pour que les données passent d'un endroit de l'application à un autre endroit de l'application. Du coup, ça passe, donc soit on met tout dans un seul scope, mais du coup on pourrit les performances, ça devient exécrable, soit on met des event listeners un peu partout, mais du coup il faut gérer les cycles de digest de Angular, qui doivent s'échanger des données mutuellement. Je pense que... Vous êtes vraiment arrivé à une situation où vous aviez des performances exécrables parce que vous fouettiez tout dans le même scope? Sur un site qu'on a codé, ça nous arrive. On a des problèmes de performance. Le scope était trop gros. Notamment avec les ng-repeat, le plus gros problème c'est que ça fait vite beaucoup de listeners. À chaque fois qu'il y a un événement, il fait un cycle sur tous les listeners du scope. Et il suffit qu'il y ait beaucoup de données, par exemple des images, des choses comme ça qui ont été envoyées en base 64. Donc c'était pour savoir si c'est théorique ou pratique. Oui, c'est exact. Et donc, on va voir comment Flux, qu'est-ce que c'est le problème. Donc, c'est qu'une partie de l'application ne soit pas mise à jour après un événement. Donc, typiquement, avec du JavaScript encore plus... encore moins bien découpé qu'Angular, c'est encore un problème encore pire parce que il faut vraiment gérer tous ces appels, tous ces event handlers à la main et c'est extrêmement compliqué. Du coup on se retrouve avec quoi? Des codes spaghetti dans tous les sens, on fait un appel, qui modifie des trucs, qui fait un appel, qui remodifie des trucs, etc. etc. On s'en sort plus, ça devient vite assez complexe. Et du coup on va analyser l'exemple de Facebook. Typiquement, on est sur une page lambda, donc par exemple je suis en train de discuter avec mon ami Albéric. Donc qu'est-ce qui se passe? Je reçois un message. Donc là, oh là là, on reçoit un message, on est sur la page message, il faut que ça se voit bien.
qu'est-ce qui se passe? Alors on a un message qui apparaît dans la barre des messages ici. J'ai la petite fenêtre, bon je suis un peu nul, j'ai ouvert la fenêtre à côté parce que j'aime bien avoir des répétitions. Il faut aussi afficher le message ici. À droite, on voit qu'on a la liste des messages reçus, donc on l'affiche aussi là. Reset, entre parenthèses, il y a le nombre de messages non lus. Il faut le mettre à jour aussi. Et puis la petite popine en haut à droite, celle qu'on connaît bien, il faut le mettre à jour. Donc là, rien que là, on reçoit un message, il y a 5 endroits à mettre à jour. Qui fait l'appel à l'API? Où c'est qu'on stocke les données des messages qui ont été reçus? Et comment est-ce qu'on met à jour tout ça d'un seul bloc, si jamais il y a eu un message reçu? Avec du Angular, si jamais on mettait tout ça dans des directives, ce serait assez complexe. On en aurait de partout, on aurait des contrôleurs de messages, des contrôleurs de directives de messages. Si on stocke cette partie-là dans une directive à part et celle-là à part, je parle pas de la top bar, mais là de partout, c'est compliqué. Donc, on va utiliser flux, one-way data binding, donc le data binding a un seul sens. Donc là, c'est l'architecture, le concept de flux. Donc, qui au lieu d'avoir un modèle, des vues et des contrôleurs qui communiquent de manière simultanée ensemble par le biais du contrôleur, qu'est-ce qu'on a? On a 4 gros éléments, des vues d'une partie. Donc ça va être sous forme de composants React. Donc les vues, c'est tous les éléments du DOM, en fait, l'affichage, les éléments qui peuvent interagir avec l'utilisateur. Les vues, une fois qu'il y a eu un événement utilisateur, donc les interactions utilisateurs en bas à droite, elles triggerent des actions. Donc les actions, c'est des objets, des objets JavaScript qui contiennent les handlers des événements. Typiquement, j'envoie un message, j'ouvre tel ou tel menu, je vais sur telle ou telle page. Donc tout ça, c'est stocké dans des actions. On a tout un paquet d'actions, plus l'appli devient grande, plus on a d'actions, normal, qui vont toutes faire appel à un seul dispatcher. Le dispatcher, il n'y en a qu'un seul dans toute l'application. Et une fois qu'un certain événement a été appelé dans le dispatcher, il va lui-même mettre à jour tout un paquet de composants, donc des stores, qui contiennent les données. Donc toutes les données sont dans tout un paquet un catalogue de stores. Pour chaque événement, les stores sont savent qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre à jour. Donc ils se mettent à jour. Et une fois qu'ils sont mis à jour, on remet à jour d'un seul bloc les composants React. Et du coup, ça fait que Et du coup, on met les composants React et on a fini notre cycle. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que les données ne circulent que dans un seul sens. Il n'y a pas de double flèche, typiquement. Et du coup, ça fait que c'est très facilement scalable comme modèle. Donc typiquement, on voit donc il y a des flèches. C'est une appli là, c'est le modèle, par exemple, d'une appli qui aurait pris un peu de taille, pas beaucoup, mais un peu. Donc il y a des flèches qui se croisent, mais globalement, elles vont toutes dans le même sens. Et du coup, il n'y a pas de ce côté spaghetti du contrôleur qui va échanger avec la vue, qui va rééchanger avec le contrôleur simultanément. Donc typiquement, là, les flèches en pointillé sont les flèches qui correspondent aux événements hypothétiques de l'utilisateur. Elles peuvent arriver en même temps, mais c'est rare. Typiquement, un utilisateur, il va interagir avec une vue, un composant, qui va avoir une action, qui va mettre à jour le dispatcher. Tous les stores vont se mettre à jour et tous les composants vont se mettre à jour simultanément. Donc là, une action, une autre action. Si on compare avec un MVC qui a commencé à prendre de la taille, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'échanges avec les modèles, on a des services qui sont partagés, qui ne sont pas forcément bien définis. Les vues, on a 2 flèches, donc des événements qui arrivent avec que les contrôleurs font arriver aux vues et des événements des vues qui font arriver aux contrôleurs. Donc c'est assez complexe et dès que ça prend de la taille, il faut une très grande rigueur pour s'y retrouver dans le code. Maintenant, je vais vous parler de React. Donc, à quoi ça sert React? React, c'est la partie vue de flux. Il n'y a pas de contrôleur à l'intérieur de React. C'est uniquement, on donne des données, il les affiche, donc d'une certaine manière. Et si jamais il y a quelques interactions avec l'utilisateur, soit il fait passer par tout flux pour remettre à jour tout le monde, soit il se remet à jour en interne, parce qu'il peut quand même conserver des données sur l'état chaque composant a des certains objets pour connaître leur état si jamais il y a eu un certain nombre d'interactions. Donc typiquement, par exemple, on va prendre un paquet d'items, on va donner à notre composant une liste de strings, on les rentre dans notre composant, et qu'est-ce qu'on a à la fin? On a un joli composant
qui nous affiche ça. Donc en bleu si c'est un nombre impair de lettres, et rouge si c'est un nombre pair de lettres. Donc rien de bien compliqué jusque-là. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser un composant, donc là, un joli composant. Donc en plus, l'avantage du composant, c'est qu'on peut le faire en CommonJS. Comme on le voit, il y a des dépendances explicites, la logique d'affichage qui est rangée dans des fonctions à l'intérieur du composant, donc de manière à pouvoir être testée. Et en fin de compte, on met tout ça dans un template en XML, donc c'est un dérivé du XML qui s'appelle le JSX, qui contient en fait, on peut rentrer du JavaScript avec des accolades, donc c'est assez similaire. Et du coup, avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a un composant vraiment moléculaire. Et si on rentre donc notre paquet de string, on obtient ce super affichage. Donc, on a du templating avec du JS pur. On a un composant qui est égal à un fichier. On peut inclure des composants dans d'autres composants. On peut réutiliser des composants d'une application à l'autre. C'est très réutilisable et c'est assez facile de réutiliser les composants React. Comment est-ce qu'on débug avec React? Donc la question qu'on s'était posée avec Angular, où j'étais parti du postulat que Angular était complexe à débugger, typiquement pour récupérer les données qui sont dans tel ou tel scope. Comment on fait? Il y a un super outil qui est la console de débugage de React, donc c'est un add-on à ajouter sur Chrome. Et donc là, j'ai remis le composant qui était là précédemment. On le voit ici, donc React qui utilise un DOM virtuel, donc en simultané du DOM existant qui est lent, toutes les interactions avec sont très lentes. React utilise un DOM virtuel qui est entièrement JavaScript, donc on ne le voit pas côté utilisateur, mais du coup qui est très rapide à mettre à jour, et une fois qu'il est mis à jour, il va comparer le DOM virtuel avec le DOM réel et faire les quelques modifications qu'il va faire. C'est là le gros intérêt en vitesse de React. Du coup, on voit notre DOM virtuel et surtout, pour chaque composant, on peut voir la liste des éléments qui sont à l'intérieur. Donc les props, c'est ce qui a été rentré comme paramètre initial du composant. Et aussi le state, donc là, j'ai pas fait un composant avec un state. Le state qui correspond à l'état du composant une fois qu'il a un peu vécu, une fois que l'utilisateur a un peu interagi avec. Ensuite, comment est-ce qu'on charge lazy load les composants? Donc, comment est-ce qu'on charge les composants à la volée? Quand on arrive sur une page, on va charger des composants dont on a besoin. Et bien, il y a une super librairie qui s'appelle React Router qui permet de faire ça nativement, qui permet de gérer le routing sur une page qui contient des composants React. Et avec le routing, on peut paramétrer du lazy load, donc il va chercher directement sur le serveur les composants qu'il a besoin pour telle ou telle vue. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide de charger la page, puisqu'on pour la page 1, on ne va pas charger les 50 suivantes. Ensuite, comment résoudre la SEO? Donc là, le gros problème business, qui est une des causes pour lesquelles Angular ne sont pas utilisés et pas utilisés actuellement sur les sites majeurs d'Internet, puisque si jamais on n'a pas de SEO, on n'est pas sur Google. Si on n'est pas sur Google, on n'existe pas. Enfin, à moins de donner les URL à nos utilisateurs, c'est pas possible. Typiquement, React, qu'est-ce qui sort? Il nous sort, une fois qu'on a fait notre composant et mis un certain nombre de paramètres, il va nous sortir du HTML, donc en fait une string. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a un composant React et la possibilité de faire tourner du JS, on peut rendre du React sous forme de HTML, très simple. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire sur Node? Et là, c'est là tout l'intérêt de React, c'est qu'on peut rendre les composants, on peut les render côté serveur. Du coup, si on a les variables dont on a besoin pour rendre les composants, et on les a parce qu'on est côté serveur, on les insère dans les composants, on peut les rendre sur le serveur, et du coup les envoyer à l'utilisateur, sous forme en utilisant un concept qui s'appelle l'isomorphisme, donc le fait qu'une app puisse être rendue à la fois côté serveur et côté client. L'idée générale, donc il y a un graphe que j'ai fait là, où le client va faire un premier appel, il y a un pré-render. Le pré-render va récupérer les données auprès de l'API en sachant que le pré-render connaît tout ce qu'il y a à savoir sur l'utilisateur.
En récupérant les données de l'API, il va initialiser les données. Donc, dans le cas d'une appli flux, il va initialiser les stores qui contiennent toutes les données. En ayant initialisé les stores, il va les donner dans les composants React. Les composants React peuvent être rendus sous forme de string à partir des stores, ce qu'il va faire. Et ensuite, il renvoie tout ça, donc tous les composants de notre page rendus en HTML. À la suite, on va utiliser une librairie pour passer des données JavaScript pour envoyer les stores. Et en arrivant, on va récupérer ça, on va mettre en place les stores avec les données envoyées par le pré-render. On va afficher les composants React et React va reprendre la main une fois que c'est parti. Donc soit on peut faire tourner du JavaScript et du coup on a une application entièrement JavaScript qui va continuer à tourner côté client mais qui est très rapide à charger. Soit on ne peut pas faire tourner du JavaScript comme les crawlers. Et à ce moment-là, vu qu'on a des composants React qui ont été rendus en HTML, on a du HTML, on peut le crawler et on peut le mettre sur Google. Donc typiquement c'est l'étape numéro 5 qui est optionnelle. Donc maintenant je vais faire une petite démo. Donc je ne vais pas vous montrer trop de code parce qu'il y a pas mal de l'environnement flux, il faut utiliser pas mal de librairies, etc. Donc typiquement on a des composants comme ceci, donc une appli, un composant global qui constitue l'app, un header, des éléments pour afficher des posts, un élément pour faire une preview d'un post et un élément pour faire la vue bien détaillée d'un post. Donc ce sera pour afficher des posts et ensuite on peut zoomer sur un post particulier. C'est pas une appli très complexe, du coup il y a peu de composants. Ensuite les stores, on a que des posts, donc on a un seul store, le store qui contient les posts, donc qui contient soit la liste des posts, enfin qui contient à la fois d'un côté la liste des posts et le post actuel sur lequel on est en train de zoomer. Donc avec les actions possibles, c'est de mettre à jour soit la liste, soit un post particulier. Les actions, donc voilà, charger un seul post, charger tous les posts, et ensuite mettre à jour de cette manière-là. Donc pour flux, j'ai utilisé une librairie qui s'appelle Alt, qui est pas mal utilisée. Et enfin, enfin le dispatcher est inclus dans Alt, donc on voit pas il n'y a pas de composant dispatcher là dans mon appli, c'est directement inclus dans la librairie. Et ensuite j'ai un client donc, qui permet de mettre à jour, par exemple au démarrage de la page, donc avec ISO donc, qui permet de récupérer les stores qui ont été envoyés sous forme de JavaScript pour mettre en route l'application. Et ensuite avec React on rend l'application. Donc si on met en route tout ça, j'ai une API qui tourne, donc, qui renvoie des données statiques sans grand intérêt, je ne vais pas vous montrer ça. Donc avec Webpack, je compile mon appli côté front. J'ai un pré-render qui est en route ici, donc qui est là. Et si j'affiche, on a un super blog avec tout un paquet de posts. Et après on peut changer. Très intéressant. Donc si je cache ça. Et là, le plus intéressant, donc là, donc comme on peut le voir, si on affiche les sources de la page, on a quand même beaucoup d'informations. Là, donc tout ce qui est en haut, c'était rendu par un node, donc c'est lisible. Mais tout ce qui est en haut, là, c'est le DOM qui a été rendu par le serveur. Tout ce qui est en bas, c'est les stores qui ont été initialisés par côté pré-render de la même manière. Et donc si on désactive le JavaScript sur notre page, disable JavaScript, et que je mets à jour, je suis sur la... Pardon. Le CSS étant inclus à l'intérieur du JavaScript parce que j'ai utilisé Webpack en mode dev server, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus le CSS, mais on peut le mettre à l'extérieur, donc c'est pas très grave, de toute façon pour la SEO on s'en fiche. Donc j'ai désactivé JavaScript, et ben les liens marchent toujours, et quand on va sur un lien, on voit qu'on a changé de page, il a fait un reload de page très classique avec un lien, et il affiche quand même des données. Donc c'est assez efficace, assez rapide à mettre en place. J'ai réutilisé des exemples que j'avais trouvés sur internet, donc j'ai passé une petite après-midi à mettre tout ça en place, à mettre en place Webpack et le pré-render, à mettre en place mon application. Donc c'est assez rapide à faire fonctionner. Dès qu'on veut rajouter quelque chose,
on rajoute notre action dans la liste des actions, on rajoute notre store si jamais c'est des données en plus, on crée nos composants et ensuite on fait le cycle. Oui. Alors j'ai pas utilisé un Yeoman, mais je suis certain qu'il y en a. Il y a pas un mec parmi nous qui fait un ça. Un Woody par exemple. Pas encore touché à ça, non. À la BNP on fait du React, mais pas du flux. Et est-ce que vous savez ce que c'est le mieux? On peut utiliser Vue.js avec flux. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pour rendre ton application isomorphique, tu as utilisé directement ce qui va être dans le flux ou tu as usé un outil en plus? J'utilise Node, un serveur express, et ce qu'il y avait en fait, ma librairie Alt, donc qui est l'implémentation de flux, ISO pour envoyer les données entre serveur et client, et c'est tout. Et React, c'est le render. C'est pas un petit composant dans Express qui t'aide après rendre les trucs En fait, le composant, c'est comment ça, après rendre les trucs? Tu dois à la main dire quelque part que tu veux pré-rendre les données de Express. Ouais. En fait, le truc, c'est que... je vais te montrer le pré-render, alors c'est une erreur. Ça suffit à faire tout le pré-render de toute mon application. Ah, pardon, c'est un peu petit. Donc typiquement, en fait, j'utilise le React Router. Donc le router va choisir quel composant il faut render. On lui donne les informations, avec les... Post-routes. Donc là, c'est pour chacune des routes, je vais avoir en fait une mini-fonction qui va faire les appels à l'API et qui va initialiser le store. Donc là, typiquement, si je veux tous les postes, il va charger la liste des postes, et si je veux un seul poste, il va charger un seul poste. Tout ça, on le met dans un fichier, dans une variable qui s'appelle res.locals.data. Et ensuite, depuis le pré-render, on va initialiser alt avec res.local.data ou rien du tout si on n'avait rien du tout, parce que, pour pas que ça balance une erreur. Match, c'est une fonction du React Router, donc il va trouver les routes, la location, tout ce qu'il faut. Et ensuite, le contenu directement, React DOM Server, donc qui est une fonction de React, render to string. On fait notre élément, on met nos props qui sont à partir de alt. Et directement, c'est bon, on peut faire un render. On peut faire RasRender, c'est du Express pour rendre un template HTML où il va insérer les données. Donc faut voir à quel point c'est scalable, il faut voir s'il y a des librairies qui existent, mais c'est assez rapide à mettre en place. Est-ce que les docs sont bien faits de React? Alors la doc de React est assez minimale, dans le sens où c'est pas aussi massif que la doc d'Angular. Après, c'est à la fois positif et négatif, parce que la doc d'Angular, quand on met la tête dedans, on passe des heures. La doc de React est un peu petite, mais il y a peu de choses on est assez vite indépendant en fait. La learning curve de React on apprend assez vite. Enfin, il n'y a pas trop de problèmes. J'ai jamais eu de problème totalement insoluble que j'ai pas résolu en galérant sur React. C'est plutôt ce qui est à côté qui tourne. La doc de React elle est peut-être petite, mais elle est complète parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Ouais, c'est ça, c'est tout petit, c'est très faible. C'est vraiment mieux. Ouais. Pour l'apprentissage par rapport à Angular, extraordinairement plus simple. Parce que t'as fait du React? Un petit peu. Ah. Angular. Il y a deux concepts à comprendre, c'est les props, les states et qu'est-ce qu'il faut utiliser dans les cas en fait, comme données initiales et données une fois que le composant a vécu. Et après c'est très rapide de faire des composants qui tournent et après faire des composants qui marchent bien et qui sont bien réutilisables, ça c'est plus l'habitude. Flux, par contre, ça dépend de la librairie qu'on utilise. Donc moi j'ai utilisé Alt qui est très bien documenté. Sinon il y en a plein d'autres, il y a Fluxor, on peut utiliser Flux, même implémenter soi-même à la mano, c'est ce qu'il y a dans la doc de Facebook. Ils mettent, donc il y a une librairie qui s'appelle Flux, mais en fait la librairie qui s'appelle Flux qui est développée par Facebook, c'est juste le dispatcher. C'est uniquement ça, et sinon tout le reste ils le font à la mano.
C'est comme de faire du MVC à la mano, c'est vraiment pas agréable. Mais du coup, ça dépend du framework qu'on utilise, quoi. C'est comme... Tu sais quel site tu utilises Flux? Pardon? Tu sais quel site tu utilises Flux? Facebook. Sinon, Netflix, j'utilise React, mais je sais pas si j'utilise Flux, Deezer. Il y en a plein qui utilisent, je sais plus, il y a un site qui s'appelle Who Uses React. Donc Flux, c'est pas encore utilisé énormément, mais React, c'est vraiment en train de monter. Et c'est utilisé, Airbnb par exemple l'utilise aussi. Il y a beaucoup de gros sites qui utilisent React, à l'inverse de Angular, qui est utilisé par beaucoup de devs indépendants, mais peu par les gros sites. Par exemple, le code avec Alt pour gérer tous les éléments. Bah Alt, donc typiquement mes actions, donc voilà, Alt create actions, et je mets mon action, donc c'est un objet, et mes actions elles sont créées. Et ensuite, après si je veux les réutiliser, donc typiquement on les réutilise où les actions dans les composants. Donc post preview, par exemple, non, je suis pas dans le bon. View, bah, typiquement post action, j'y ai accès directement là parce que c'est du CommonJS, donc on peut récupérer nos dépendances. Et ensuite load all post. Et il fait l'appel à l'action, qui fait appel au dispatcher, qui va faire tous les mises à jour. Et pour les stores, c'est de la même manière, c'est des objets. C'est un objet et on fait alt create store, on a notre objet et c'est parti. Donc c'est vraiment... alt, c'est minuscule comme framework. Pour l'instant, c'est ce qui manque un peu de maturité dans Flux, c'est le fait qu'il n'y ait pas des gros frameworks qui nous prennent la main et qui nous dirigent. Il y a beaucoup de marge de manœuvre. Et du coup, ça peut donner l'impression qu'on galère des fois.